Plus que Bon, ça. je le fais. Ok, ça marche. C'est bon. Je... Bon, vas-y, et puis je parle en premier, je prends moi la parole 2 secondes. Bonjour à tous et à tous. Merci de votre présence pour cette conférence qui vient clore la 2e édition donc, de Fairtech, qui est organisée par BFC Numérique et NeoCSDI. BFC Numérique, c'est le cluster numérique de la région Bourgogne-Franche-Comté qui fédère à Nîmes et fait grandir l'écosystème numérique de la région. Et notre partenaire NeoCSDI est une société de services spécialisée dans les technologies Microsoft et son écosystème et qui met à notre disposition aujourd'hui la solution Teams. Pour rappel, donc Fairtech, c'est un événement qui valorise la filière numérique en faisant découvrir les métiers, les opportunités professionnelles de cette filière. Et pour cette 2e édition, on a choisi d'aborder la thématique de la diversité pour montrer justement tout ce que cela peut apporter aux entreprises pour, par exemple, pallier à leurs difficultés de recrutement, mais également leur permettre de constituer des équipes plus diverses. Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires grâce à qui nous pouvons organiser ces conférences, à savoir la région, l'État, la communauté French Tech BFC, BSB, l'école de commerce, Nice Fort Cité, l'APEC, Syntec Numérique, Microsoft, Atoll CD, la CAPEC, IT Pro Smart DSI, le DIAGE, CUCDB et Alteca et Madines. Je vais laisser la parole à notre président Christophe Boutet pour cette introduction. Bien, merci à toutes et tous. Alors, c'est vrai que le nombre de participants est en train de croître. Donc, certains prennent la conférence en cours. Delphine a fait un excellent résumé. C'est Fairtech, c'est promouvoir et vouloir une diversité dans les entreprises du numérique. Parce qu'à la fois, d'une part, on a des besoins de recrutement et d'autre part, il y a des équipes qui sont trop souvent monochromes et des gens qui ne voient pas l'opportunité du numérique comme une possibilité pour eux. Fairtech, c'est bien aider à déplacer ce plafond de verre, voire à le briser pour faire en sorte que les équipes soient diverses. Et c'est vrai qu'on est riche de nos diversités, que le fait d'avoir des collaborateurs ou des collègues qui viennent d'horizons divers, qui ont des sensibilités diverses ou des formations initiales diverses, permet d'enrichir une entreprise, permet d'enrichir une société. C'est bien notre responsabilité aussi sociale et sociétale de cluster que de promouvoir le numérique pour tous les publics afin de l'exercer au niveau professionnel. Je ne vais pas être plus long et je vais passer la parole à Sébastien Coinon, qui est notre animateur. On le remercie pour commencer, entrer dans le vif du sujet et avoir ces beaux retours d'expérience donc de différentes entreprises et institutions. Merci beaucoup. Merci Christophe. Donc, je vais passer la parole effectivement à Sébastien. Bonjour à tous, effectivement, merci Delphine. On m'entend bien? Ça fonctionne? On t'entend bien, mais par contre, il n'y a pas ta vidéo. Il n'y a pas ma vidéo. Écoute, elle est pourtant activée. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. On voit tous, je ne me vois à l'écran, mais écoute, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Écoutez, donc merci et ravi d'être avec vous. Effectivement, je me présente Sébastien Coinon, journaliste à BFM Business. Je suis tombé dans la tech, dans l'innovation, on va dire, au sens large, un petit peu sur le tard. Donc en 2015, dans la foulée du CES donc, de 2015, et donc date à laquelle j'ai créé donc Tech & Co sur le BFM Business, donc antenne télé, radio, Internet évidemment aujourd'hui, hein, c'est incontournable pour donc vous donner la parole, vous entrepreneurs, vous big tech françaises, européennes et américaines qu'on a la chance d'ailleurs d'avoir avec nous ce vendredi et puis experts en tout genre, effectivement experts, observateurs comme moi aussi de cette troisième ou quatrième révolution, on l'appelle comme on veut. Donc je suis ravi de vous rejoindre là pendant 1 heure, 1 heure et demie sur cet événement Fairtech en 2020, 100% dématérialisé évidemment vu le contexte, et qui a pour objectif, hein, ça on l'a bien tous saisi, de valoriser les métiers du numérique et de favoriser aussi la diversité qui nous rassemble ce matin. Donc une chance pour les entreprises. On avait mis un point d'interrogation, on l'a rapidement enlevé dans notre intitulé de la matinée parce qu'on est quand même, oui, en 2020, donc je pense que maintenant on peut l'affirmer plutôt que s'interroger là-dessus. Et outre la mixité homme-femme qui va aussi nous intéresser ce matin, on parlera aussi, rassurez-vous, rassurons-nous, de diversité plus large, hein, sociale ou culturelle, pour ne citer qu'elle, avec les témoignages donc, de champions du numérique, je le disais. Avec nous, on a la chance d'avoir Google, Microsoft, la French Tech,
ainsi qu'une petite boîte, mais qui a plein d'espoir et plein d'ambition, CNV Informatics, et le cabinet Deloitte, d'ailleurs, avec lequel on peut peut-être commencer, Laurence Monet-Vernier. Alors, pour le coup, je crois, n'est pas du tout en visio, si j'ai bien saisi. Mais c'est pas grave, Laurence, on est quand même ravis de vous avoir. Vous êtes là, Laurence? Oui, tout à fait. Eh ben, merci. Donc, associé transformation des organisations et talent donc, au sein du cabinet de Deloitte, pour cette étude diversité et inclusion. Donc, avec cette question, là, comment faire donc, de cette diversité, de cette inclusion, de véritables leviers de transformation des organisations, même quand on est convaincu que c'est nécessaire. Comment on fait un effet de levier? Où en est-on aujourd'hui? C'est la question que je vous pose, Laurence, comme introduction finalement à notre table ronde dans quelques minutes. On va vous laisser un quart d'heure. Pourquoi l'entreprise doit ressembler à ses clients? C'est quoi réellement ce qu'on appelle le management inclusif aujourd'hui? Et puis, si vous pouvez prendre, s'il vous plaît, également le temps, Laurence, pour nous parler du futur du travail. Je crois que ça passionnera tout le monde aujourd'hui. Et enfin, peut-être les exigences, si vous avez le temps, de la génération Y, voire Z, qui est en train de rentrer, qui rentrera là en septembre-octobre sur le marché du travail. Malheureusement, on appelle ça la génération Covid. Bon, voilà, on espère que ça se passera quand même le mieux possible, en tout cas, ce sera dans le moins de douleur possible pour elle. On vous écoute. Merci beaucoup, Laurent, d'être avec nous. Merci Sébastien de cette ouverture. Alors écoutez, effectivement, on a réalisé une étude fin d'année dernière, en novembre 19, sur le sujet de la diversité et de l'inclusion. Alors je vais vous dire pourquoi diversité et inclusion, qui est le résultat à la fois de nombreuses études qu'on organise chaque année, dans lesquelles on interroge à la fois les dirigeants, les DRH un peu partout dans le monde, et aussi les millennials, et dans lequel on leur demande en fait leur avis sur les tendances qu'ils voient émerger de façon forte dans leurs organisations, et on leur demande très concrètement en fait comment ils s'y prennent. Et dans cette étude, on avait fait le choix d'aller directement vers de grandes entreprises en fait, L'Oréal, Schneider, Christophe, Google, voilà, et aussi Danone, et on était en fait allé leur dire finalement vous avez été assez précurseurs en fait sur ces thèmes il y a quelques années lorsque vous avez lancé ces sujets, et où en êtes-vous en fait, et que sont devenus ces sujets? Et voilà, et ça me permet de commencer en vous disant qu'en fait, on voit très bien comment on est passé progressivement de diversité et inclusion entendue en fait comme un élément un peu de la politique dite de responsabilité sociale, avec une pointe, pour être honnête, de marketing interne et externe, à des politiques qui se sont vraiment intégrées en fait dans les organisations. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ont réussi à s'intégrer dans les organisations? C'est parce qu'on a bien compris d'abord que le sujet de la diversité était intéressant, en ce sens qu'il valorise les différences, mais que l'enjeu majeur, en fait, c'était pas seulement de donner accès à l'organisation à des gens dits différents, mais c'était surtout de réussir à les inclure et réussir à faire en fait de chacun un vrai acteur contributif de l'organisation dans laquelle il travaille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peu d'entreprises parlent de diversité et que tout le monde, en fait, vraiment s'accorde sur la nécessité de l'inclusion. Vous savez, il y a une très jolie formule, en fait, qui est le fait d'une spécialiste, d'une experte américaine, en fait, sur ce sujet. Elle dit la diversité, c'est inviter les personnes au bal. L'inclusion, c'est les inviter à danser. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que je pense qu'il dit beaucoup, en fait, quelque part du shift qu'on doit réaliser aussi dans nos esprits. C'est une chose, évidemment, d'aller par bon sens, en fait, vers l'accueil de personnes différentes. C'en est une autre, en fait, que de se dire sincèrement pourquoi est-ce qu'on les accueille et finalement comment est-ce qu'on leur permet de jouer tout leur rôle, en fait, dans l'organisation. Alors, vous devez avoir normalement un slide qui s'est affiché, en fait, dans lequel j'ai partagé quelques chiffres clés, mais qui montrent bien, si vous voulez, à travers cette étude, qu'on a totalement dépassé, si vous voulez, le concept de la mode ou de la marginalité de certains qui seraient plus engagés
avec d'autres. Dans ces enquêtes qui réunissent chaque année des dizaines de milliers de personnes, 80% des réponses qu'on a obtenues l'année dernière des RH et des dirigeants interrogés sur les grandes tendances, en fait, vous voyez, qui viennent dans le futur du travail, présentent l'impact sociétal dont la diversité et l'inclusion est le premier levier, en fait, comme le facteur qui va leur permettre, en fait, de réussir et d'être performants dans l'avenir. C'est-à-dire que maintenant, on parle de ces sujets comme des sujets, en fait, vraiment davantage compétitifs. C'est vraiment intégré dans le business et dans la performance. Quand on se centre sur les salariés français, on en a près de la moitié qui disent en fait qu'il faudrait vraiment que leurs entreprises fassent davantage sur ce sujet et accroissent la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail. Et ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, quand on s'attarde aux résultats des millennials, et chaque année, là aussi, on cible vraiment des enquêtes spécifiques sur eux, ils sont 57% à dire clairement qu'ils veulent travailler dans des entreprises en fait qui sont diverses et inclusives, parce que pour eux c'est plus de chances en fait d'apprentissage et ça leur paraît mieux connecté en fait à l'entreprise du futur. Donc effectivement, une fois qu'on voit les choses de cette façon-là, on comprend très bien en fait que les politiques d'égalité des chances dans l'emploi, les politiques qui favorisent en fait la mixité à tous les niveaux d'ailleurs, culturel, bien sûr, générationnel, sont finalement des cultures qui vont permettre d'augmenter sensiblement la performance, le profit, au-delà de la réputation, mais qui contribue bien sûr à la performance, et surtout qu'elle va permettre en fait d'attirer et de conserver les talents. Et donc le point très important, c'est effectivement de se dire dans un marché en fait qui va quand même se tendre au niveau en fait et là dans le domaine du digital, du numérique, vous le savez très bien, c'est compliqué en fait d'avoir les talents dont on a besoin. Plus on cherchera l'âge dans des politiques en fait très ouvertes, mieux ce sera évidemment. Ce qu'on sait aujourd'hui de par la recherche aussi, et toutes nos recherches le montrent, c'est qu'il y a une vraie connexion entre les entreprises diverses, réellement inclusives, et les entreprises créatives et innovantes. Alors ça, c'est vraiment ce que nous ont dit les organisations qu'on est allé interroger. Vous voyez, par exemple, Google nous dit que le sujet de la diversité, c'est de s'adapter aux clients, en fait. C'est vraiment de concevoir, en fait, des business models, des produits qui soient très connectés à la relation aux clients. Lorsqu'on interroge, en fait, Schneider, par exemple, eux le connectent de façon très forte à l'innovation. En fait, eux, ils mettent la diversité sur le terrain de l'innovation, de la possibilité là aussi d'être plus proche de leur marché et de leur clientèle. Certaines, en fait, comme Danone, le connectent totalement au futur de l'organisation en disant il faut qu'on confie de toute façon de plus en plus le futur de nos organisations aux équipes. Il faut que ces équipes elles soient entendues au plus près du client et au plus près de la réalité en fait de nos marchés. Donc eux le connectent totalement en fait à l'innovation. Alors évidemment, une fois que je vous ai dit ça, on le sait, les écarts subsistent et c'est très frappant. Donc vous voyez certainement sur le slide là s'afficher des chiffres qui sont encore un peu tristes quand on les regarde. Évidemment, je ne pourrais pas mettre tous les chiffres là-dessus, mais j'en profite pour vous dire que vous pouvez aller bien sûr télécharger en fait sur le site de Deloitte notre étude qui s'appelle Faire de l'inclusion un levier de transformation des organisations. Et vous verrez de façon encore plus marquante comment en fait à tous les niveaux on reste tout de même encore en retrait. Donc le sujet, ça semble être maintenant d'arrêter en fait de parler du sujet et de faire en sorte qu'il s'intègre en fait complètement aux politiques de l'entreprise. Donc très concrètement, ce qu'on voit, c'est des politiques de recrutement qui sont repensées en particulier pour éviter les biais qui sont absolument malheureusement en fait indissociables de toute réalité de recrutement. Vous voyez, quand
on recrute, on sait qu'on va plus naturellement vers des gens qui vous ressemblent, qui ressemblent à la culture ou à l'image qu'on s'en fait de l'organisation. Donc, on a vu massivement, en fait, les organisations former leurs collaborateurs et ceux qui recrutent sur le principe des biais pour qu'ils se rendent compte, en fait, à quel point, finalement, on est tous enfermés un peu et limités par nos représentations. Deuxièmement, on voit quand même que l'intelligence artificielle, et ça va forcément vous intéresser, en fait, de plus en plus, on y a recours. Et paradoxalement, vous voyez, j'ai toujours en tête ce que me disait le DRH en particulier de L'Oréal. Il me disait, quand je confie en fait le recrutement à mes équipes, elle m'explique que c'est formidable parce que le recrutement, il est humain et il est fait par des gens qui connaissent bien l'organisation. Quand, entre guillemets, je laisse des logiciels, en fait, finalement, à un moment donné travailler, des algorithmes travailler, dans lesquels j'entre une multitude de critères, voilà. Je vois arriver des gens, en fait, dans mon organisation que je n'ai jamais vu, en fait, retenus par les gens, les humains, entre guillemets, qui s'occupent du recrutement. Ça veut dire que paradoxalement, la technologie, au moins dans la phase de sélection, de tri, vous voyez qu'après, on a besoin de faire des entretiens, bien sûr, mais finalement, elles sont aussi, alors dans les limites qu'on a connues avec Watson, etc. récemment, mais elles sont finalement, elles s'abstraient de fait plus facilement des biais et donc on sent très bien que par ce biais-là, c'est le cas de le dire, on a finalement accès en fait à un sourcing beaucoup plus large. Après, en matière de développement, on sent très bien que les entreprises investissent là aussi massivement sur le management. Sur le management pour faire en sorte que, au-delà de permettre entre guillemets des équipes diverses, on arrive aussi à faire des managers de plus grands facilitateurs, c'est-à-dire des gens qui permettent l'expression en fait de personnes qui vont forcément arriver avec une forme d'atypisme ou ce qui sera peut-être perçu comme de l'atypisme. Voilà. Et donc pour cela, il faut des managers qui soient habitués en fait à faire se parler des gens différents, qui laissent émerger aussi des idées différentes, qui fassent beaucoup place à l'expérimentation. Donc l'expérimentation, vous voyez, ça semble être aussi quelque chose. Et bien sûr, derrière l'expérimentation, il y a la confiance, il y a la prise de risque. Ça semble être vraiment des éléments très importants pour une mise en œuvre en fait efficace de politique de développement, de talent en fait qui soit réellement inclusive. Alors, comme j'ai l'impression d'être un petit peu là dans un tunnel et toute seule, a fortiori en vous parlant malheureusement par téléphone, est-ce que Sébastien, est-ce que vous voulez peut-être, je sais pas, me centrer sur un ou deux points plus spécifiques ou plus particuliers auxquels j'aurais pas répondu dans cette introduction? Je vais conclure, Laurence. Sur, voilà, vous l'avez très bien dit, diversité et inclusion. J'ai bien aimé votre image sur l'invitation au bal et l'invitation à danser. Et peut-être nous faire, à votre manière, de manière subjective, mais votre intro à notre table ronde qui va démarrer dans 2 minutes, quoi, sur, pour vous, c'est quoi le chantier là à adresser, on va dire 2020 n'était pas une bonne année, alors en 2021 pour enfin adresser ce problème de la meilleure des manières. Oui. Oui, mais écoutez, moi j'ai un regard sur cette période du Covid qui est évidemment spécifique compte tenu de mon métier qui consiste à beaucoup travailler en prospective sur le futur du travail. Moi j'y vois, si vous voulez, alors je mets évidemment de côté le désastre sanitaire et toutes les mauvaises nouvelles qui ont été engendrées, y compris économiques là-dessus. Mais ce que je voudrais vous dire et ce qui me frappe dans les organisations, c'est à quel point ça a pu être aussi un moment de prise de conscience et d'accélération en fait des consciences sur le fait que la transformation était là. Alors ça s'est beaucoup traduit dans les modes de travail, vous voyez, à travers le télétravail, etc. Mais on s'est rendu compte que des choses qui semblaient alors impossibles, peut-être pas, mais difficiles ou lentes en fait il y a quelques mois, sont parce que nécessité fait loi en fait devenues possibles. Et donc du coup, on se rend compte que si on s'y engage profondément, sincèrement, rapidement, il y a des bouleversements en fait qui peuvent se faire. Et évidemment, le fait de travailler d'une nouvelle façon, d'adopter des modes de travail, favorise en fait la diversité et l'inclusion, par exemple. On le sait bien. Beaucoup d'entreprises aussi se plaignent, vous voyez, d'un retour au travail difficile avec des soucis d'engagement des salariés. Mais honnêtement, on n'enchante pas tout à fait dans les organisations non plus nos salariés sur un futur, vous voyez, auquel ils ont besoin de croire. On sait que la recherche de
sens est très importante. Moi, je crois que ce sujet, c'est une occasion en fait formidable de témoigner d'un vrai engagement sociétal et en tout cas de renouer avec beaucoup de populations qui ont pu un peu se désengager parce qu'ils ne trouvaient pas finalement dans l'entreprise des preuves que le monde bougeait ou bougeait assez vite. Je pense évidemment aux jeunes et à tous ceux qui se sentent injustement un peu exclus du travail. Moi, je pense que c'est finalement une occasion incroyable d'accélérer cet engagement, d'accélérer la transformation culturelle, finalement de permettre aussi plus d'agilité, de positionner vraiment les personnes au cœur de la stratégie, de tirer complètement profit des différences pour innover, de parier sur l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, en fait, c'est vraiment la conjonction intelligente d'opinions diverses, en fait, de façons de voir le monde différents. Voilà, il faut autoriser un peu des rôles modèles forts, il faut s'engager un peu symboliquement en faisant confiance à des personnes, ce qu'on aurait peut-être eu un peu de réticence finalement à prendre dans nos organisations. Et donc, en ce sens, je trouve qu'en faisant ça, on affiche une démarche qui est plus gagnante et c'est comme ça, en fait, qu'on avance de façon claire vers un monde du travail qui, de toute façon, va devenir inclusif. Voilà. Donc, je vous souhaite, là, toutes les organisations présentes, de participer à ce mouvement qui est absolument indéniable. Voilà. Et ceux qui y seront en premier, comme toujours, ils en tireront en premier, en fait, les fruits. Voilà ce que je voulais vous dire en intro. Message reçu 5 sur 5. Merci beaucoup, Laurence, pour ce point complet. Vous êtes associé, je rappelle, au cabinet Deloitte. Ça nous fait une excellente introduction. Je vous présente nos speakers. Donc aujourd'hui, pour évoquer et aller plus loin sur ce thème, on est avec Stéphanie Bompaz, vous êtes la présidente de CNV Informatics. Stéphanie, bonjour. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Céline Heller, responsable commercial en charge du secteur public chez Google Cloud. Bonjour à tous. En audio, merci Céline, ravi de vous retrouver. Anne-Claude Poinceau, vous êtes directrice du développement mobilité et collectivité au sein de Microsoft. Bonjour. Anne-Claude, bonjour, merci. Et Audrey Hiver, donc Head of Finance and Impact au sein de la French Tech. Donc la French Tech avec nous présente aussi évidemment aujourd'hui. Bonjour Audrey. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc d'être avec nous. On peut peut-être démarrer avec vous Stéphanie. Donc CNV Informatique, logiciel de pricing. Et de gestion des points de vente. Vous êtes une toute petite boîte, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Vous êtes basé à Dijon on va effectivement avoir avec vous le point de vue de cette entreprise ancrée dans un territoire, comme on dit en 2020. Alors, question très large faite pour démarrer. On affinera, on rentrera dans le dur après. Votre vision, quelle est-elle là, sur cette thématique, celle de la diversité? Vous êtes passé par l'INSEAD, vous avez étudié aussi à Stanford, de travailler au sein de Big Tech comme Microsoft qui est avec nous aujourd'hui, comme Cisco aussi, Cisco Systems dans les telcos. Racontez-nous un petit peu là. Merci Sébastien. Donc oui, alors juste, je représente CNV Informatique. Donc nous sommes éditeurs de logiciels pour la gestion magasin et la gestion de politique de prix pour les enseignes de distribution et de e-commerce. Et c'est une entreprise familiale que j'ai repris il y a 4 ans et demi. Alors, effectivement, j'ai fait ma carrière avant d'aller chez CNV dans des entreprises de technologie. Et donc, moi, ma vision, et puis j'ai eu la chance d'avoir une formation internationale aussi. Donc, j'ai pu largement constater qu'en fait, la diversité, quelle qu'elle soit, est en fait un enrichissement pour l'entreprise et que comme on est dans un monde qui change, que ce soit l'environnement, que ce soit les technologies, en fait, ça renforce énormément une entreprise. Laurence avait parlé de créativité, d'innovation, et c'est vrai. Donc, la diversité et l'inclusion, c'est vraiment très important pour la performance, en fait. Au-delà du fait que, d'un point de vue humain, tout le monde devrait avoir droit à se projeter avec espoir et confiance. Donc voilà, c'est ma vision générique du sujet. Alors Sébastien. Alors, nous avons perdu Sébastien. Je voyais Anne-Claude qui faisait non de la tête, je ne comprenais pas, mais merci. Et je rentre généralement chez moi au bureau, mais j'ai moins le réflexe effectivement en visio, autant pour moi. Je disais donc Stéphanie, merci déjà pour cette intro, et n'hésitez pas, à vous qui nous suivez, qui nous regardez, à poser vos questions dans le chat. Justement, Anne-Claude qui faisait non de la tête, alors vous qui êtes chez Microsoft,
aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu la façon dont vous abordez également ce sujet, le place et le point de vue du grand groupe, peut-être aussi partir et de votre vision et de celle aussi, c'est intéressant, je pense, de l'entendre, de la réécouter pour ceux qui ne la connaissent pas, celle du Big Boss, alors qui n'est pas le fondateur, mais voilà, un grand patron d'origine indienne, Satya Nadella. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi son discours sur la diversité, sur l'inclusion? Oui, bonjour à tous. Alors Satya Nadella, il dit mais des éléments en fait que Madame Monet-Vernier a présenté dans l'étude de Deloitte. Il y a un vrai sujet qui est le monde est hétérogène et si en fait pour répondre aux attentes de nos clients, il faut refléter nous-mêmes notre diversité au sein de l'entreprise. Donc c'est important que tout le monde s'investisse. C'est pas un sujet, vous disiez, juste de ceux qui s'occupent du RSE. C'est vraiment l'engagement de chacun dans une entreprise de participer à ces sujets. Et pendant que je vous parle, il faut savoir qu'aujourd'hui, chez Microsoft, c'est une journée en France où on est en train de réfléchir à tous les sujets. Chez nous, la diversité et l'inclusion, ça représente le thème de la mixité, du handicap, de l'intergénérationnel, du LGBT, et on vient de lancer aussi un nouveau groupe qui s'appelle diversité d'origine. Et ça, c'est aussi, je trouve, très important d'élargir, parce que origine, ça peut être black, blanc, beurre, mais ça peut être aussi en France, peut-être un certain snobisme pour certains ceux qui ont fait les grandes écoles et ceux qui ont fait les universités ou qui ont un parcours différent. C'est peut-être aussi ceux qui sont considérés comme venant de zones rurales, alors pas comme le Parisien. Donc c'est vraiment l'idée d'inclure vraiment tout le monde. Donc, on est voilà. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant que je développe toutes nos actions, mais c'est vrai que l'important, c'est que chacun s'engage et réfléchisse à ces sujets. Vous vous adressez de manière holistique, Anne-Claude, ou en fait, ça reste quand même assez en silo cloisonné parce qu'on ne peut pas s'adresser effectivement à la thématique du handicap comme à celle de la mixité homme-femme, etc. Et qu'il faut quand même avoir des actions très ciblées, au moins au départ, pour lancer tout ça. Comment s'adresser chez vous? Alors oui, il y a des actions qui sont très ciblées par groupe, j'allais dire, de travail, de sujets sur lesquels on a réfléchi. Si ça a été initié par les ressources humaines, chaque groupe et le lead de chaque groupe, ce sont bien des personnes qui sont dans les métiers, les ingénieurs, les commerciaux. Et chacun partage et propose un plan de travail et des objectifs qui sont présentés chaque année. Mais c'est surtout une démarche aussi globale parce que si on parle de la mixité, ça n'est pas un groupe de femmes. Il faut que les hommes soient aussi intégrés à la réflexion pour et vraiment bien comprendre le sujet. C'est pareil pour le groupe LGBT+. Alors, chez nous, il s'appelle GLIM et Alliés, parce qu'il est important aussi que ce soit les personnes homosexuelles et hétérosexuelles qui travaillent ensemble pour comprendre justement les biais qu'il peut y avoir dans une réflexion et du coup les actions à mener. Et puis, il y a les actions plus globales, puisque managers, contributeurs individuels, nous avons des sessions de formation, les sessions de réflexion, et puis typiquement, moi je viens de terminer une formation sur l'accessibilité, m'assurer d'ailleurs qu'au jour le jour, j'ai un comportement qui est inclusif, et sur l'accessibilité, c'est m'assurer notamment que dans les documents que je produis, dans un mail que j'envoie, dans un document Word ou dans un document PowerPoint, je m'assure que mon document est accessible et que j'y fais attention et que je suis dans ces bonnes pratiques. Très bien. Dans le respect de chacun. Si, et du coup, j'en profite, j'aurais peut-être dû démarrer avec ça en intro, mais il se trouve que vous n'êtes que des femmes, pas que des femmes, 100% femmes, on va dire, côté speaker, mais en fait, c'est une pure, oui, j'allais dire une pure coïncidence, c'est pas ce qu'on a cherché avec Delphine en faisant le casting, en tout cas, je crois pas, vu de ma fenêtre, on va dire, et après, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que le hasard existe véritablement? Ça, je pense pas, c'est-à-dire que le fait que des femmes se soient emparées de ces sujets au cœur de vos organisations et que se soit libéré du temps 2 heures ce matin pour être avec nous
aussi pour les porter et en discuter. Là, pour le coup, je pense pas que ce soit dû au hasard. Mais bon, voilà, il se trouve que on est sur un plateau féminin aujourd'hui et voilà, j'aurais pu expliquer ça aussi en introduction au départ. Chez Google, Céline, donnez-nous aussi votre vision. Je sais que vous êtes très impliquée hein, quand on a préparé cette émission et cette édition Fairtech, donc il y a quelques temps ensemble, sur la question de la diversité de genre via Women at Google Cloud. Vous êtes vous pilotez ce réseau de femmes, vous êtes très impliqué avec vos coachs, vos mentors, etc. Là encore, la vision de Google, quelle est-elle? C'est quoi le discours quand on écoute le patron de Google en 2020? J'imagine que ça parle aussi de diversité sociale, hein, c'est pas que la mixité de genre. Absolument. Donc, bon, déjà, merci à tous pour votre présence et un grand merci de m'avoir invité à participer à cette conférence virtuelle. Alors, je suis au téléphone, hein, donc je m'en excuse si le son n'est pas idéal, mais j'entends bien, c'est l'ordinateur. Vous m'entendez bien? Bon, parfait. Pour répondre à la question, donc effectivement, bon, à titre personnel, moi, je suis extrêmement impliquée sur l'ensemble de ces sujets liés à la diversité, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, je donnais ce matin une conférence pour le Syntec numérique sur la diversité de genre, donc c'est intéressant cette matinée d'entendre les différents points de vue et les prises de position. Le Syntec numérique sera avec nous à l'issue de la table ronde, hein, Céline. Je tease. Le monde est petit. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que les sujets sont d'actualité et les sujets sont d'autant plus d'actualité après ou pendant d'ailleurs, cette crise que nous traversons tous. Et on se faisait la réflexion ce matin pendant la conférence du Syntec en se disant qu'on espérait que les choses allaient changer après la crise et le fait que ces conférences aient lieu en ce moment sont à mon sens un point positif autour de ça. Donc effectivement très impliquée sur les sujets de diversité chez Google, mais pas que, puisque j'ai monté une association depuis maintenant 3 ans qui propose des cours de code informatique aux élèves scolarisés en école élémentaire publique dans les zones à forte mixité sociale. Et c'est des cours qui ont lieu sur le temps scolaire à raison d'une dizaine d'heures par an. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces notions sont au programme, mais avec des difficultés d'enseignement non négligeables. Donc, on essaye de faire monter ces sujets en visibilité et en opérationnalité, si tant est qu'on puisse le dire ainsi. Et pour répondre à votre question, donc côté Google, comme présenté par l'étude de Deloitte, et merci pour cette présentation très intéressante, effectivement, la vue est produit, la vue est se rapprocher des utilisateurs, et la vue est complexe puisque le sujet étant de réaliser des produits qui conviennent, qui s'adaptent en fait à tous et à la multiculturalité, tout en ayant une approche globale. Ce qui en fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Et pour répondre à votre question sur la posture de notre président directeur général, donc Sundar Pichai, qui s'est exprimé hier, donc c'est assez frais. La vue de Google en matière de diversité peut tenir en 5 points. Donc la première étant de créer une équité chez Google entre tous les collaborateurs, de développer des produits tournés vers le changement, donc faisant écho avec ce qui était présenté par Deloitte il y a quelques minutes. Contribuer à la création d'opportunités économiques. Le numérique est un fort créateur d'emplois, on le sait tous. Donc, comment est-ce qu'une entreprise comme la nôtre, mais pas que, peut y contribuer? Sensibiliser au cours de l'apprentissage scolaire, donc sensibiliser les élèves, les étudiants, les enseignants sur les sujets liés au numérique, de manière à sensibiliser tout le monde et que ce soit quelque chose ouvert à tous. Et l'école, quoi de mieux que l'école pour cela, pour favoriser un terreau fort adressé à tout le monde, et aider les organisations également qui militent pour une justice raciale, si on fait écho avec ce qui se passe en ce moment autour de ces sujets. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, parfaitement. Et je termine mon tour de table, vous restez avec nous Céline, avec du côté de la French Tech, Audrey Hiver, donc vous pilotez le programme Tremplin basé à Station F, entre autres, hein, dans votre périmètre. Est-ce qu'on peut en parler de tous ces entrepreneurs, cette centaine d'entrepreneurs qui sont répartis et pas qu'à Paris, hein, heureusement, la diversité et l'inclusion, c'est aussi de dire la French Tech c'est bien, on peut d'ailleurs en parler, mais
le garçon de 25 ans qui sort du campus de Jean Josas à CC. Donc voilà, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Oui, merci Sébastien. En fait, le programme Tremplin, on ne veut pas du tout le lier à Station F. Il est vraiment déployé dans toute la France et comme tu disais, l'enjeu que la tech devienne une réalité sur le territoire et que la tech soit pour tous, c'est vraiment très important pour nous. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, la French Tech, on est une équipe au sein de l'État, au sein du ministère de l'Économie et des Finances, qui s'appuie sur des écosystèmes French Tech. On a 113 capitales et communautés en France et dans le monde, et qui a pour but de simplifier la vie des startups et puis de promouvoir la tech française à la fois en France et à l'international. Et du coup, on a créé ce programme French Tech Tremplin parce que pour nous, en fait, la diversité, c'est vraiment une question, même plus que de chance, c'est un investissement sur l'avenir. On sait que la compétition pour la tech aujourd'hui, elle se fait au niveau international et on se dit que si on ne part pas avec les meilleurs talents dans notre écosystème, eh ben, on part avec un handicap. Donc, partant de cette idée, on a créé ce programme Tremplin qui s'adresse à des startups très early stage et on a repéré des 145 entrepreneurs partout en France dans lesquels on a investi. On a investi en temps, on a investi en accompagnement et on a investi en argent. Voilà. On a fait ça donc avec l'appui de 10 capitales French Tech partout sur le territoire. Et notre idée, c'est vraiment de nous dire, en fait, si le prochain Steve Jobs, il habite du mauvais côté du périphérique et qu'à cause de ça, il n'a pas les bonnes relations, il n'a pas forcément du love money, il n'a pas fait les bonnes écoles et il n'a pas le bon réseau pour créer sa start-up, eh ben, ça serait trop dommage pour la tech française. Voilà, donc ça, c'est un peu notre vision au sein de l'État qui s'appuie vraiment sur notre écosystème. On a créé ce programme, on accompagne depuis 6 mois des entrepreneurs et on s'apprête à lancer à l'automne une nouvelle promotion qui s'appelle Incubation French Tech Tremplin et qui est là pour des startups qui ont un peu plus avancé. Et on a vraiment hâte en fait de pouvoir recruter des nouveaux talents. Très bien. Certains évoquaient la question des rôles modèles. Ça ne se décrète pas, malheureusement, Audrey. Comment on les construit pas, justement? Comment on les accompagne? Comment on les fait émerger? Comment on les met dans la lumière après? Clairement, les rôles modèles, c'est clé, c'est-à-dire il faut pouvoir s'identifier en fait pour avoir envie de se lancer. Je sais que moi, j'ai été entrepreneur dans ma vie précédente et quand j'étais enfant, mon grand-père m'avait dit, tu sais, les femmes aussi peuvent être créatrices d'entreprise, parce que lui-même était entrepreneur. Et je me souviens très bien, j'avais regardé en me disant, il dit ça pour me faire plaisir, parce qu'en fait, si je regardais ma mère ou les amis de ma mère ou mes tantes, personne n'était entrepreneur dans cette génération. Donc, je pense que les rôles modèles, c'est effectivement clé pour avoir l'envie et pour savoir que c'est possible de se lancer. Donc, nous, on sait très bien qu'avec notre programme, même si on a accompagné là 145 et l'année prochaine, j'espère, 180 à 200 entrepreneurs, en fait, on ne va pas révolutionner à nous tout seuls l'écosystème. En revanche, on va impulser les talents qui eux-mêmes auront ce rôle de rôle modèle. Et ces talents, ils sont aujourd'hui accompagnés par des mentors, donc par des entrepreneurs de la tech et des entrepreneurs à succès. On a notamment Anthony Bourdon, Céline Lazort, qui sont des mentors de Tremplin. Et ils ont aussi le rôle en fait, de nous aider à mettre en visibilité ces talents un peu atypiques de la tech. Très bien. Vos questions là commencent à arriver. On va les prendre une à une dans les prochaines minutes. Peut-être revenir Stéphanie là, parce que vous avez quand même un propos liminaire relativement court. Quand vous parlez de mixité chez vous là sur une entreprise d'une dizaine de personnes, je ne sais pas combien vous êtes, vous allez nous dire ça. Je crois que vous n'êtes pas plus que 10 collaborateurs. Oui, nous sommes 11, ouais. 10 plus vous. Comment vous mettez ça en pratique? J'imagine que ce n'est pas évident d'adresser toutes les questions, ne serait-ce que vous qui avez un parcours international, c'est pas offense de vous dire ça, mais sur une petite structure en territoire, c'est pas forcément facile d'aller attirer un ingénieur, je dis n'importe quoi, qui viendrait d'Inde ou du Brésil. Donc comment vous adressez cette question-là? Mais je crois qu'effectivement, quand on est 11, en fait, chaque recrutement compte. Donc, le premier sujet, c'est d'avoir la bonne personne en recrutement. Et ensuite, la bonne personne, de ne pas avoir d'a priori sur qui c'est.
Donc nous, notre manière à nous de gérer l'ouverture et l'inclusion, ça va être aussi bien en termes d'âge que en termes de mixité, que en termes d'ouverture effectivement au niveau international, au niveau des origines et voilà. Et après, de trouver la bonne personne qui apporte sa compétence, son envie et sa différence à l'organisation. Donc, même si on est 11, on a quand même de la mixité, effectivement. On a aussi des différences d'âge. Et puis là, on grandit, on s'exporte, donc on a aussi besoin d'autres profils. De manière générale, la manière dont on recrute, c'est avant tout un fit avec nos valeurs, qui sont l'intégrité, l'excellence, l'esprit d'équipe et l'innovation. Donc, on parle bien de l'humain. Et aussi, la deuxième chose, c'est je dirais, le savoir-être et le savoir-apprendre. Donc, de ce point de vue-là, on élargit quand même beaucoup les critères, puisque là, il ne s'agit pas de diplôme, il ne s'agit pas non plus d'un a priori sur ce que la personne a fait, et donc elle saurait, on veut la personne qui sait exactement faire ça. Non, nous, on accueille des gens qui ont des envies et qui savent apprendre et qu'on aide à se développer. On a notamment beaucoup de jeunes. Bon, alors forcément, le fait d'être une entreprise de technologie, je suis d'accord, aide, puisque l'avantage dans les entreprises de technologie, c'est que quand les jeunes sortent de l'école, ils apportent tout de suite quelque chose à l'entreprise, mais on a aussi des jeunes dans d'autres domaines, en marketing, etc. Et je pense que toute notre organisation a une certaine fierté à accueillir ces jeunes, à les former, à leur apprendre aussi ce que c'est que l'entreprise, parce que souvent c'est leur première expérience, et éventuellement les embaucher, à les faire grandir. Et là encore, je disais, le choix est vraiment un fit valeur et un fit savoir-être, savoir-apprendre et un accompagnement avec un vrai investissement des managers chez nous pour que on ouvre les portes aussi à cette génération. Et comment attirer les jeunes femmes? Il n'y en a pas beaucoup dans la tech, notamment dans tout ce qui est IT, développement, etc. Comment vous faites? Est-ce que vous pratiquez la discrimination positive en remettant au-dessus de la pile des CV les jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas discriminer les moins jeunes? Alors, du coup, je ne pratique pas la discrimination positive, puisque le sujet, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit. Alors, mon équipe de dev m'emmène, notamment au Diage, faire les présentations pour montrer qu'il y a des femmes dans l'entreprise. On a aussi notre responsable du service client qui est une femme, et dans notre comité stratégique de 3 personnes, il y a 2 femmes. Donc, on est quand même très ouvert à la mixité. Et après, quand le bon profil arrive, effectivement, on l'accueille. Donc, je suis assez contente d'annoncer que nous allons accueillir une femme en stage au niveau de l'informatique. Donc, mais c'est vrai aussi que la problématique d'embaucher des femmes, c'est le peu de femmes dans la filière technologique. Et en fait, c'est pas vraiment... je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment celles qui sont présentes, qui sont très ouvertes à l'embauche des femmes. Mais parfois, moi, dans une salle de 100 étudiants ingénieurs, il y a 3 filles. Elles n'ont pas forcément envie de venir travailler chez nous, et même si on les accueillerait très très bien. Donc le sujet, c'est vraiment, je pense, déjà dès le collège, voire plus petit, montrer aux filles que les carrières scientifiques et technologiques, c'est vraiment sympa, et les accompagner dans leur formation pour qu'elles soient à l'aise aussi, parce que pour qu'elles soient à l'aise dans une formation, il ne faut pas qu'elles soient toutes seules non plus en tant que femmes dans un grand amphi. Donc voilà. Donc, on est ouvert et dans l'accompagnement. Et l'autre point aussi, je pense, qui peut être intéressant, c'est que le fait d'avoir beaucoup de différences au sein d'une organisation, c'est qu'il faut accepter qu'on ne soit pas dans le consensus tout le temps. Et pour que ce soit pas être dans le consensus, mais être quand même, je dirais, positif dans ce qu'on fait, il faut accompagner les gens avec des méthodes de communication, et notamment de communication, je dirais, non violente, où on peut exprimer sa différence, expliquer ses besoins et partager les choses et mieux se connaître. Donc, ça nécessite aussi d'être équipé à ce niveau-là, je pense.
On va commencer à prendre vos questions, peut-être là cette fois-ci pour Céline chez Google ou Anne-Claude au sein de Microsoft. Question donc vous posez sur le chat de Teams. C'est David là qui nous demande, les jeunes de la Gen Z ou de la génération Y portent aujourd'hui de plus en plus d'intérêt à l'écosystème des startups où la diversité fait partie du quotidien. Pensez-vous, enfin, la question est pour tout le monde, mais peut-être qu'Anne-Claude et Céline peuvent démarrer. Pensez-vous qu'il faille fluidifier les interactions entre l'univers startup et celui des grands groupes? Anne-Claude, je vais commencer. Alors, effectivement, déjà, merci pour la question. Alors, la réponse est oui. Et... Alors, bon, ça va être une réponse très parisienne et je m'en excuse d'avance. Mais c'est vrai qu'on le voit, ça se réplique partout, hein, la logique des incubateurs et des accélérateurs qui deviennent des vrais espaces d'échange entre différentes organisations. Alors, je vais penser à la station F, mais c'est le premier qui me vient en tête, mais pas que, où on voit qu'il y a des espaces dédiés et ouverts aux grandes organisations, en tout cas, je ne sais pas si on peut mettre le terme grand, mais aux organisations plus développées, de manière à créer des échanges, à créer des ponts, organiser des événements, créer de la visibilité, contribuer à la formation aussi sur les solutions technologiques. Quand on est à Station F, dans le grand hall, on voit les marques des différentes organisations qui sont partenaires avec des espaces dédiés, de manière à accélérer la formation, monter en compétence d'un certain nombre de sujets et bien sûr créer du lien. Google, comme d'autres organisations, ont des organisations dédiées aux startups avec un fonds d'investissement et avec un certain nombre d'actions qui sont menées au niveau global et déclinées par pays selon les spécificités de manière à accompagner l'écosystème. Et on le voit aussi en région. Alors, ce qu'a fait Google là-dessus pour ouvrir à l'écosystème et contribuer à la démocratisation, entre guillemets, d'un certain nombre d'outils technologiques et de l'usage, on a ouvert 4 ateliers du numérique dans 4 régions en France, dont un à Nancy. Donc, je vais sortir du périphérique. Et l'idée de ces ateliers, c'est d'ouvrir à l'ensemble de l'écosystème local sur un certain nombre de technologies qui sont pas uniquement limitées à celles proposées par Google, mais à bien d'autres, pour développer les usages. Et je pense par exemple à des choses qui ont été faites, j'ai été voir celui de Nancy et celui de Rennes lors de déplacements personnels, autour des personnes, des seniors et du maintien du lien, alors qui prend d'autant plus son sens avec la crise qu'on traverse, hein, ou comment maintenir le lien entre générations et comment le numérique peut être un outil pour cela. Et je me souviens avoir vu et m'être dit que c'était vraiment bien pour l'utiliser à titre personnel avec feu ma grand-mère d'ailleurs, pour partager des photos. Et il y avait tout un tas d'ateliers qui étaient proposés autour de ça, ainsi que des ateliers autour de comment écrire son CV pour être visible sur les réseaux sociaux, sur Internet, donc notamment LinkedIn ou autres solutions. Et toutes ces initiatives ont été lancées à la fois pour être plus proche de l'écosystème local, développer les usages de la tech en partenariat avec des startups et des entreprises locales. Anne-Claude, vous voulez compléter pour Microsoft? Il faut réactiver votre micro, Anne-Claude. Pardon, comme j'ai eu un petit problème de connexion, je suis revenue. Excusez-moi. Oui, je disais, c'est vrai que nous, on est on est des grandes entreprises sur la tech. Enfin, vous savez que nous, Microsoft propose des plateformes technologiques qui sont généralistes et on travaille avec tout un écosystème de partenaires. Très grandes entreprises comme des startups, comme des entreprises locales. Donc, on est vraiment, nous, dans cet échange, ça fait partie de notre quotidien. On présente des startups à des très grands groupes. On est vraiment dans cette fluidité. Moi, je pense qu'il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas et qui font partie, j'allais dire, de petits éléments qui vont aider à la diversité dans tous les domaines.
En ce moment, on vit le télétravail, alors à 100%. Nous, on prône plutôt la flexibilité. C'est cette agilité en se disant qu'on peut travailler de partout. Ça peut paraître anecdotique, mais la flexibilité, c'est quelque chose qui a vraiment fait changer les mentalités pour la mixité. Et se dire que j'ai un enfant qui est malade, ça n'est pas forcément la mère qui va être appelée et qui va aller chercher son enfant à l'école. S'il est malade, le père peut aussi y aller et il peut aussi continuer du coup à travailler parce que voilà, il pourra travailler de chez lui, il a les outils. Donc pensez à cette flexibilité qui aide à la mixité. Sur la mixité, c'est aussi beaucoup penser à la formation initiale. Dans les entreprises de tech, pourquoi aujourd'hui on a du mal à être dans des entreprises totalement mixtes? C'est parce que il y a quand même tout un sujet d'école pour inciter les filles. Audrey parlait, son grand-père qui lui disait chef d'entreprise, eh bien c'est aussi ma fille, tu peux être ingénieur. Donc c'est avoir des programmes qui disent aux filles qu'elles peuvent y aller, que les métiers du numérique sont faits pour elles, et penser donc à aller tous ces programmes de formation qui vont être sur le code pour les plus jeunes. Nous, on était avec un programme DigiGirls pour aller voir les filles en 3e, parce que c'est au collège qu'il peut y avoir un désintérêt et de leur dire que ces métiers sont faits pour elles, et évidemment plus tard et au lycée pour le choix d'orientation. Sur la formation et sur le handicap, c'est participer aussi et faire que les écoles d'ingénieurs sont accessibles pour tout le monde. Parce qu'on sait aussi qu'il y a un problème dans le handicap pour des personnes qui n'ont pas accès à la formation et du coup qui auront moins de choix dans le travail plus tard. Donc ça, je vous parlais de sujets anecdotiques. Là, on n'est pas du tout sur des sujets anecdotiques, c'est des programmes lourds, mais sur lesquels il faut avancer. Sur les biais aussi au recrutement, vous en avez parlé en début sur l'étude, ou sur les algorithmes qui étaient utilisés. Il y a aussi dans les entretiens, nous on fait un choix d'assessment, beaucoup plus d'entretien, parce que ça permet de travailler sur des cas, ça permet de travailler avec à plusieurs, d'inclure toujours des femmes d'ailleurs dans les boucles d'entretien et de s'assurer qu'on est sur les critères les plus objectifs dans la sélection des candidats. C'est prendre aussi le temps d'aller chercher des profils qui ne sont pas, d'aller chercher vraiment toutes les compétences pour s'assurer qu'on va avoir des profils très variés qui vont nous permettre d'avancer là-dessus. Voilà, c'était pour donner quelques éléments aussi sur lesquels il faut travailler, évidemment au-delà de la formation continue, pour qu'on soit le plus éloigné de nos propres biais et qu'on prenne bien en compte. Sur la formation continue, parce qu'effectivement, inclure, c'est hyper important, ceux qui sont pas dans le cercle, mais ceux qui sont déjà insiders et qui ont la chance de travailler, par exemple, chez Microsoft, qu'est-ce que vous faites pour eux? Parce que quand on a 25-30 ans, bon, il n'y a pas tellement de questions. Quand on a 40, 45, plus de 50, on peut être déclassé, etc. Voilà. Comment on accompagne tout au long d'une carrière? Et est-ce que, à titre personnel, vous en avez bénéficié ou pas continuer? Alors, quand vous dites quand on est jeune, on ne se pose pas de questions, eh bien, j'allais dire, moi qui suis moins jeune, vous pouvez aussi avoir le biais de ces vieux qui sont avec nous et qui maîtrisent peut-être pas tout sur les réseaux sociaux, la même agilité, etc. Nous, justement, on a un programme de transmission des deux côtés, c'est-à-dire du plus senior qui va évidemment transmettre son savoir sur un compte, peut-être sur une industrie, sur une manière de faire, sur ce qu'on appelle aussi les soft skills, hein, c'est de savoir aussi avoir un comportement par rapport à la vie de l'entreprise, à ses clients, voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi, les jeunes peuvent nous apprendre plein de choses, donc on fait aussi du reverse mentoring chez Microsoft. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et quand je vous parlais des réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on l'avait fait, on a des jeunes super, super forts et qui viennent apporter leur expérience là-dessus. Donc, c'est important. On a, sur les personnes plus seniors, on a un accord générationnel
qui remplit, j'allais dire, tous les éléments qui sont vraiment liés aux seniors. On a des recrutements aussi de seniors chez Microsoft, mais l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on a tous des biais, qu'on soit senior, qu'on soit junior, donc c'est comment on les partage. Et puis, il y a aussi beaucoup d'éléments communs, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais finalement, peut-être par rapport à des attentes sur le management, finalement, il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont communs. Donc, l'idée aussi, c'est de fédérer, faire comprendre les différences et les accepter et en tenir compte. Et puis voilà, et je pense qu'il y a des sujets qui sont très exemplaires chez Microsoft, parce qu'aujourd'hui, notamment sur l'égalité homme-femme, on est vous savez, l'indice d'égalité, on est à l'index égalité, pardon, c'est ça le terme exact. On a un index de 93 et il se base sur les rémunérations, sur les promotions dans une année et évidemment sur la représentation hommes-femmes dans les plus hauts salaires. Et chez Microsoft, on est à une égalité, enfin une mixité d'ailleurs, notamment au comité de direction, ce qui est assez intéressant. Il n'y a pas d'index à la French Tech, parce que c'est pas une entreprise encore homogène, mais voilà, j'ai peur malheureusement qu'on ne soit pas à 93%. Audrey, comment on fait? Moi, j'adore le concept de Startup Nation. On n'est pas loin, je l'accompagne, je le soutiens, et je l'observe depuis 5-6 ans maintenant. Comment on peut faire effectivement pour embarquer plus de monde en région, mais pas que, il n'y a pas que de la géographie, sur tous les plans, parce que oui, encore une fois, quand on n'a pas fait les bonnes écoles, le parcours, etc., classique, on ne peut pas aller frapper forcément à la porte du VC parisien qui gère 1 milliard et qui finance effectivement ces petits jeunes qui maîtrisent tout, le marketing, le pitch, etc. On n'a pas forcément tous les codes. Et quand on veut rentrer, on veut monter comme ça start-up, si on n'a pas les codes, c'est comme dans l'ancien monde, voilà, on nous colle une étiquette et ça ne marche pas. Oui, tout à fait. Comme tu le dis, c'est un vrai enjeu pour nous, cette étiquette de Startup Nation parisienne, blanche, qui nous colle un peu à la peau. Pour la French Tech, c'est un vrai enjeu de montrer que c'est la French Tech pour tous. Donc, il y a le programme Tremplin, mais pas seulement. Le programme Tremplin, il s'adresse à des entrepreneurs. Là, on va lancer une campagne French Tech pour tous qui s'adresse pas seulement aux gens qui ont envie de créer des entreprises, mais aux gens qui ont envie de rejoindre des entreprises de la tech. On va mettre 1 million d'euros pour financer des projets sur les territoires qui sont orientés vers la French Tech pour tous. Et puis, on se fixe des objectifs pour progresser, même nous, au sein de nos programmes, sur la diversité et sur la mixité. Par exemple, sur la mixité, dans Tremplin, on a 35% de femmes. C'est plus que ce qu'il y a dans l'écosystème, mais ça ne nous satisfait pas. On veut vraiment pouvoir progresser dans la prochaine phase. Sur l'aspect territorial aussi, cette année, on avait 10 villes qui faisaient Tremplin. L'an prochain, on en aura 13 et on aura aussi pour la première fois des Dromcom avec notamment la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. Donc tout ça, ça va nous aider à faire rentrer des personnes nouvelles dans la tech. Et puis, sur notre sujet de la mixité, on a aussi le programme French Tech 120, qui sont donc les 120 entreprises les plus en croissance, qui créent de l'emploi. Et c'est vrai que sur ces 120 entreprises, on en a 2 tiers qui sont en Île-de-France. Donc, ça peut paraître vraiment disproportionné, mais en réalité, c'est les sièges sociaux qui sont en Île-de-France. Et ces entreprises, elles créent des emplois en ce moment dans les territoires. Et ces emplois, ils sont vraiment destinés à tous. Notamment, on vient d'apprendre que Doctolib allait créer 500 emplois à Nantes. On a une de nos grosses licornes, OVH, qui est installée à Roubaix et qui a créé 2000 emplois. Donc voilà, on a quand même une thématique territoire qui va être vraiment notre axe principal pour cette année. Ouais, c'est bien de le rappeler, effectivement, la French Tech crée des milliers d'emplois maintenant, nos licornes, mais pas que. Donc, effectivement, Audrey, voilà, vous avez raison de le rappeler. Céline, là, pour compléter sur les sujets de code, entre guillemets, oui. Côté Google, on a lancé, depuis plusieurs années, mais ça s'accélère un peu chaque année, une politique d'apprentissage où effectivement on recrute un certain nombre de jeunes en cours de formation apprentissage donc assez classique entre guillemets, mais permettant de rentrer jeune dans l'organisation et justement d'en connaître les codes de manière à
proposer entre guillemets un tremplin. Et il y a un travail de fond qui est fait pour justement aller chercher des personnes qui sont moins dans des cursus entre guillemets classiques, mais justement pour ouvrir les portes à des personnes qui sont à la recherche de stages ou d'alternance venant de formations moins classiques ou effectivement, pour reprendre ce qui a été dit plus tôt, de l'autre côté du périph'. Donc encore une fois, désolée pour l'allusion parisienne, mais qui s'applique un peu partout. Donc ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes aussi pour la suite et pour former les jeunes et justement tout ce qui est soft skills qui était mentionné également plus tôt, qui est critique au-delà de l'apprentissage scolaire. Céline, encore une question pour vous, voire double question. Comment, enfin, ces questions-là de diversité, là, tout le monde s'en empare à son niveau et avec son bénévolat, j'ai envie de dire, ce volontarisme, ou c'est quelque chose qui est pris à bras-le-corps par le management? Et derrière, question, mais qui est quand même très différente, c'est vous qui êtes passé par des grandes entreprises françaises dans une autre vie, donc notamment Transdev, je crois. Est-ce que quelle différence vous voyez de culture et d'avancée sur toutes ces questions-là? Alors effectivement, j'ai eu la chance de travailler chez Transdev pendant plusieurs années et j'en garde un souvenir incroyable et les rencontres formidables avec un métier passionnant, des gens très engagés. Que je retrouve par ailleurs chez Google, avec même si le métier est différent, mais on est vraiment dans des rencontres humaines, ce qui est quand même le terreau des entreprises, des organisations quelles qu'elles soient. Pour répondre à la question, donc ce que je constate à titre personnel, et c'est vraiment à titre personnel, là je le précise, il y a des approches qui sont différentes historiquement et culturellement entre une organisation anglo-saxonne et une organisation française. Néanmoins, et je rejoins le commentaire Sébastien, qui est de dire que de plus en plus d'organisations s'emparent du sujet, et je pense que le terme s'emparer est positif, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui a du fond et qui est un sujet d'actualité de plus en plus présent et de plus en plus important dans la tête des dirigeants et de l'ensemble des organisations. Donc, personnellement, j'observe une convergence sur la nécessité de refléter la société. Notre société aujourd'hui est de plus en plus diverse, de plus en plus plurielle. Et pourquoi? Parce qu'il est aujourd'hui prouvé, même si ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui c'est prouvé par un certain nombre d'études, de chiffres qui étaient encore présentés par Deloitte au début de cette conférence, que la diversité est source de progrès et de croissance. Et qu'aujourd'hui, dans un monde qui change beaucoup vite, beaucoup plus vite qu'il n'a jamais été le cas d'ailleurs, une organisation diverse se donne peut-être plus de moyens pour agir proactivement ou réactivement, mais en tout cas positivement à ces changements qui nous impactent tous et qu'on n'a pas forcément la possibilité de voir venir. Je pense que parmi l'ensemble des personnes présentes à cette session virtuelle, personne n'aurait cru il y a 6 mois qu'on aurait été confiné pendant 2 mois et qu'en plus ça se serait bien passé dans l'ensemble. Donc moi, à mon sens, les choses changent vite et ces organisations sont, voilà ce que je vous disais, en tout cas mon expérience personnelle, c'est composé d'hommes et de femmes passionnés et tout le monde fait le mieux possible pour faire bouger les lignes, chacun en fonction de ses engagements et de ses possibilités aussi et ses moments de vie, parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses et le même temps disponible non plus selon les moments de vie, de manière à apporter une vision agrégée à celle de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Stéphanie, est-ce que vous constatez vous aussi une accélération du temps, là, telle que décrite par Céline pour Google? Est-ce que voilà, vous y êtes contrainte ou pour vous c'est une opportunité, mais avec du coup, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, cette idée d'avoir une équipe toujours plus plurielle, parce qu'on collera mieux aux attentes forcément de la société et de vos clients, et donc du coup, de votre produit, votre service sera encore plus demandé, encore plus efficace, etc. Oui, alors je pense que dans une petite organisation, j'allais dire, c'est presque plus naturel d'une certaine manière, et encore plus quand on est implanté en région. On est vraiment dans l'accueil d'une compétence complémentaire. Et en étant dans l'accueil de compétences complémentaires quand on grandit, on est aussi dans l'accueil de la différence.
En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc, et pour nous, et aussi, je pense, et ça a déjà été dit, mais que notamment pour les jeunes générations, c'est une évidence et c'est même un besoin d'être inclusif. Tout comme c'est un besoin aussi d'avoir une réflexion qui n'est pas le sujet ici, mais d'avoir une réflexion écologique sur le bien qu'on peut faire à la société, sur ce qu'on appelle le giving back, qui est aussi le fait de dire on a une responsabilité sociale d'entreprise dans notre implantation et vis-à-vis du territoire qui nous accueille, dans les relations avec les écoles, dans le fait de créer des emplois, dans le fait de faire en sorte que les gens se développent et que leur employabilité, quel que soit leur âge, évolue avec leurs responsabilités. Donc en fait, je dirais, c'est un sujet de développement d'entreprise, mais c'est naturel presque. Ce qui est important, par contre, c'est de focaliser les efforts pour que l'intégration se passe bien. C'est-à-dire que c'est pas juste de mettre des gens différents au même endroit, c'est avoir un objectif commun et des méthodes de travail qui permettent justement, je dirais, de valoriser ces différences et d'en faire quelque chose de différent qui est bénéfique à tous et à l'entreprise. Donc, ça emmène des sujets de coaching, ça emmène des sujets de communication. Donc, c'est vraiment dire, une fois qu'on a la différence, qu'est-ce que j'en fais? Pardon? La différence dans vos équipes, la différence, je dis, ça commence dès le matin dans vos équipes entre ceux qui arrivent à 10h ou à 9h30 qui disent bonjour et puis ceux qui sont là depuis 1 heure avec le casque sur les oreilles, rivés sur l'écran et qui répondent pas, quoi. Alors ça, dans mes équipes, pas forcément, mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. Ça peut être, je perçois quelque chose. Si on prend ce type d'exemple, par exemple, je peux mal percevoir, par exemple, que quelqu'un qui, je dis bonjour à la ronde, comment ça va, et quelqu'un me répond pas. On peut dire, en fait, je le perçois, je me sens pas accueillie. Puis en fait, l'autre personne, si on discute, l'autre personne, elle est dans son truc depuis déjà 1 heure et elle a besoin de calme et elle a besoin de se concentrer. C'est ces petites choses-là, en fait, qu'il faut travailler. Il faut surtout donner aux gens les outils pour comprendre la différence des autres, être à l'écoute des besoins des autres, pour tous ensemble, en fait, construire quelque chose qui est bien plus efficace et plus joli que ce qu'on se construirait si on se ressemblait tous, en fait. Donc, c'est notre sujet, en fait, d'entreprise. C'est le mien en tant que dirigeant. Anne-Claude Poinceau chez Microsoft, est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous évoquiez là tout à l'heure? Vous êtes passé vite, mais je trouve ça intéressant sur l'après, le fameux monde d'après. Alors tout le monde y met ce qu'il veut, beaucoup d'ailleurs plaquent, notamment en politique, leurs idéaux, etc., pour pas dire leur idéologie. Mais quand vous dites voilà, il va rester quelque chose de ce télétravail, de ce remote, on sait d'ailleurs la plupart des groupes américains. Vous êtes au moins jusqu'en septembre confinés entre guillemets chez vous, en télétravail, on va dire en home office. Est-ce que ça va être plus facile et vous allez pouvoir accélérer sur cette inclusion parce que, encore une fois, vous l'avez pris avec l'exemple des hommes. Je sais que chez vous, il y a un congé paternité de plusieurs semaines, ce qui n'est pas le cas partout encore en France. 6 semaines. 6 semaines, très bien, voilà. Et donc, est-ce que ça va permettre d'accélérer sur ces questions parce que même celui qui est enclavé, assez loin, fond d'une région, etc., aura plus de facilité à travailler chez Microsoft et à vivre sa vie plus facilement. Alors, d'abord, je reviens sur juste ce qui a été dit. Je m'aperçois que je suis celle qui est avec son casque et qui ne dit pas bonjour parce qu'elle est arrivée beaucoup plus tôt. Donc, je viendrai dire, voilà, c'est effectivement, on est concentré. Non, alors plus sérieusement, nous, c'est vrai que sur cette partie télétravail, comme c'était déjà énormément notre quotidien, pour nous, il n'y a pas tellement d'évolution. C'est quelque chose évidemment qui doit continuer. Alors nous, on parle, comme je vous parlais, de flexibilité. Et pour ceux qui sont dans des grandes métropoles, le vrai sujet, on sait que c'est le lissage des heures de pointe. C'est comment effectivement, peut-être se dire, je démarre ma journée en faisant un rendez-vous en visio, et puis j'arriverai plutôt vers 10h30 ou 11h au travail, mais j'aurai mis beaucoup moins de temps. Et donc tout le monde est plus efficace. Et si j'ai mis moins de temps, c'est peut-être 1 heure de plus avec les enfants ou 1 heure de sport ou 1 heure pour une association, je ne sais quoi. Pour moi, dans la question, c'est le changement,
Et ce qu'aura permis finalement ce management à distance, c'est un changement de management. Et nous, on travaille beaucoup chez Microsoft sur le manager qui doit être un coach. Et je pense que, voilà, à côté de toutes ces initiatives de diversité et inclusion, le manager, s'il est dans une autre posture, avec un management par objectif et avec, du coup, cette compréhension de l'intérêt de la diversité, de caractères différents, de partage, de retour d'expérience sur des cas en se disant comment tu as travaillé, comment tu as abordé les points, et de faire exprimer les personnes et de les aider à débloquer les situations. Plus on échange, plus on comprend qu'effectivement, on peut avoir des ressorts, chacun, différents, des attentes différentes. Et je pense que le manager en tant que coach, et là, quand on doit se rendre compte que on n'est pas en face à face, que si la personne n'est pas assise à côté de nous, ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Ces éléments font que, voilà, on donne beaucoup plus de... on doit donner beaucoup plus de place au dialogue, de poser beaucoup plus de questions, de beaucoup plus être à l'écoute sur les attentes d'un individu et du coup, voilà, de le faire progresser, mais en fonction de ce qu'il est, évidemment des attentes de l'entreprise, mais de savoir concilier les éléments. Et ça, je pense que vraiment, j'espère que ce sera le changement aussi sur ce management qui va permettre d'accélérer les choses. Audrey, la French Tech, cette crise-là, vous la voyez comme une opportunité ou comme un risque pour cette nouvelle génération qui va arriver, notamment d'entrepreneurs qui vont se lancer? J'ai envie de dire les deux. En fait, bien malin qui peut faire des prédictions aujourd'hui. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'elle va rebattre les cartes d'une manière ou d'une autre et que du coup, c'est un moment opportun pour se positionner. Pour les entreprises, c'est un moment opportun, mais aussi pour l'État. Et nous, notre positionnement, c'est vraiment de se lancer dans la French Tech pour tous. Après, on peut se refaire la même conférence dans un an et on verra ce qui a évolué. En termes de quelles sont les technologies que les Français vont vraiment adopter sur le long terme, les manières de travailler que les Français vont vraiment adopter, et est-ce que ces technologies seront françaises, ce qui est vraiment quand même un sujet pour nous. Je pourrais pas faire de prédiction aujourd'hui. En revanche, je peux faire des souhaits, et le souhait, c'est qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé et qu'on garde à la fois l'adoption des technologies qui permettent de se rapprocher et qu'on apprenne aussi des nouveaux systèmes de communication qu'on a mis en place, des systèmes de solidarité, parce que nous, on a beaucoup vu parmi les entreprises de la tech française des forts mouvements de solidarité pour mettre en œuvre des solutions rapides aux problèmes que se posaient les Français, à la fois dans la télémédecine, dans le télétravail, etc. Et ce rôle positif qu'ont pu jouer les entreprises de la tech, on ne va pas l'oublier et on va essayer de continuer à le soutenir et à le promouvoir. Bon, très bien. Tenez, on va conclure, mais je vais quand même, avant de donner la parole à Delphine et au Syntec numérique, prendre une dernière question sur le chat. Messaouda qui nous demande, donc bonjour à tout le monde, vous parlez de la diversité. Je suis développeuse web mobile et de nationalité algérienne à la recherche d'un emploi dans le domaine numérique. Est-ce que vous accompagnez les femmes isolées pour trouver un travail? Je ne sais pas qui veut répondre. Audrey, Anne-Claude, Céline. Oui, alors nous, à la French Tech, on ne fait pas de la formation. En revanche, dans le cadre de la French Tech pour tous, on va lancer un job board où on pourra avoir accès à tous les emplois et quelles sont en fait les compétences qui permettent d'accéder à ces emplois, ce qui va permettre de démystifier en fait un certain nombre de blocages où on se dit c'est pas pour moi, où il y a des emplois très tech qui ont des noms en fait un peu incompréhensibles pour quelqu'un qui est à l'extérieur de l'écosystème, mais qui en fait aurait peut-être déjà les compétences pour le faire. Et puis en fait, il existe pas mal d'initiatives comme Simplon, comme plein d'autres initiatives déjà qui font de la formation gratuite et en particulier pour les femmes. Nickel. Merci pour cette réponse. J'espère que ça ira à Messaouda qu'on salue et qu'on embrasse. Merci mille fois, Stéphanie, Céline, Anne-Claude et Audrey d'avoir été avec nous. Cette table ronde s'achève. Je vais donner la parole à Delphine là, pour quelques minutes pour peut-être terminer sur effectivement cette étude en lien avec évidemment tous les thèmes le thème principal de diversité qu'on vient d'évoquer avec ces sous-angles que vous avez bien voulu détailler avec des exemples concrets dans vos organisations. Donc Delphine Vanout de Bourgogne-Franche-Comté numérique. Est-ce que tu peux nous terminer peut-être avec cette étude sur le Syntec numérique qui est avec nous d'ailleurs je crois aussi en visio ce matin?
Oui, tout à fait. Donc, je vais laisser la parole à Delphine Morandet, donc du Syntec numérique. Merci à toutes pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Et donc, Delphine, je vais te passer la parole pour nous parler donc des actions qui sont menées au niveau de la région pour justement l'aspect plus féminin, mixité homme-femme, que l'on a donc initié l'an dernier avec Fairtech, et donc depuis l'an passé, il y a de nombreuses actions qui sont menées. Merci beaucoup Delphine et merci à toutes les intervenantes. Alors c'est un peu difficile d'intervenir en dernier, mais en même temps, ça ne peut que confirmer ce qu'on partage tous, à savoir qu'il faut prendre ce sujet avec beaucoup d'enthousiasme et aussi de passion. Et je crois que c'est des valeurs qu'on partage. Il faut en parler aussi avec sérieux, puisque les femmes dans le numérique, c'est une vraie problématique aujourd'hui. 28%, donc tout secteur confondu au niveau national, et donc ça dégringole forcément quand on répartit cette statistique dans les territoires. Donc moi, je suis responsable d'une agence digitale à Dijon, et comme de nombreuses, voilà, on s'aperçoit qu'on a envie de s'engager davantage sur ces thématiques-là pour donner envie à de jeunes femmes. Donc la mission Femmes du numérique du Syntec numérique, en fait, elle a 2 grandes missions. La première, c'est de déconstruire les stéréotypes pour justement donner envie aux jeunes femmes dès le plus jeune âge de s'engager dans des métiers dont elles ne pensaient pas être destinées. Donc voilà, ma mission a commencé fin novembre et on avance déjà bien. Depuis Fairtech 1 l'année dernière, il y a un grand élan qui a été donné. On va encourager justement les femmes à continuer de se former dans le numérique pour en faire leur métier, mais aussi d'oser penser qu'elles peuvent se reconvertir dans un métier qui finalement est justement dans le savoir apprendre, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Stéphanie. Donc il faut pouvoir créer un terreau fertile à tout cet environnement qui ne demande qu'à accueillir davantage de femmes. Pourquoi? Tout simplement pour équilibrer les équipes, pour que la mixité soit favorable à quelque chose à une croissance très positive. Donc moi, ce que je voulais surtout évoquer aujourd'hui, c'était notre engagement dynamique avec la préparation d'une très belle rentrée en Bourgogne-Franche-Comté, qui va se manifester notamment par la signature d'un document qui s'appelle le Manifeste Reconversion Femmes Num, qu'on avait commencé de faire signer avant le confinement. Donc on remercie tout d'abord toutes les entreprises qui l'avaient déjà signé ou qui étaient sur le point de le faire. Donc effectivement, il va falloir qu'on réactive tout ça. Donc je vous invite à me contacter sur LinkedIn notamment, pour prendre rendez-vous, pour engager de nouvelles signatures, pour pouvoir engager un maximum d'acteurs du territoire, donc que ce soit les entreprises, TPE, PME, start-up, grands groupes, qui sont déjà engagés. Donc merci à elles, et puis tous les acteurs du territoire. Donc sachez notamment, Audrey, voilà, qu'on envisage notamment deux événements avant la fin de l'année, notamment un événement autour des entreprises à impact, qui est vraiment en train de se construire. Donc on sera vraiment avec grand plaisir à s'associer à ce dispositif French Tech pour tous, pour pouvoir accueillir les nouveaux talents, leur donner envie d'oser. Voilà, les acteurs travaillent main dans la main sur ce sujet-là, donc c'est vraiment très positif, et je suis persuadée qu'on peut donner un bel élan. C'était Laurence qui évoquait l'idée de s'engager symboliquement. Il faut pouvoir effectivement envisager un avenir autre, avec une équipe vraiment solidaire, dynamique, mixte, qui va permettre tout simplement d'aller plus loin. Donc ça, j'en suis convaincue, et on le partage tous. Et surtout en BFC, là, en Bourgogne-Franche-Comté, l'avantage qu'on a au niveau de la French Tech, c'est qu'on a trois grands bassins d'activité, un qui concerne la food tech, l'autre la health tech, et en dernier lieu l'IoT, manufacturing. Donc c'est quand même très riche, et il faut pouvoir encourager le mieux possible tout ça. Donc voilà, je termine là-dessus en disant qu'on prépare une très belle rentrée qui va nécessiter à tous beaucoup d'énergie, mais ça sera forcément très positif. Donc je vous invite à nous rejoindre pour en savoir plus, et je remercie à BFC Numérique d'avoir laissé la parole pour présenter cette belle mission qui est porteuse de sens pour un futur innovant et positif. Merci à tous. Merci beaucoup Delphine pour donc la présentation de ces actions. Effectivement, vous pouvez retrouver le manifeste sur Internet pour pouvoir le signer. Je tiens donc à remercier toutes les intervenantes de cette conférence, les intervenants des conférences précédentes qui ont fait que nous avons pu donc réaliser Fairtech 2020. Merci beaucoup Sébastien pour cette animation, et
Je tenais à remercier tout particulièrement la société Neos et particulièrement Benoît et David qui nous ont beaucoup aidés sur le côté technique pour que ces conférences se passent le mieux possible et que vous puissiez nous suivre. Toutes ces conférences seront disponibles en replay sur notre chaîne YouTube que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Je vous souhaite donc à tous une très bonne journée. Oui. Et on vous donne donc rendez-vous l'année prochaine, comme l'a proposé Audrey, pour faire un point sur l'avancement de tous ces sujets. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci à tous. Merci, très bonne journée à tous, bonne continuation.